Merci, Monsieur le Président, et merci pour m'avoir invité de la part de Monsieur Raspi. Si on demande aux autorités saoudiennes pourquoi vous menez la guerre au Yémen et pourquoi vous faites la guerre en Syrie en finançant et en soutenant et en formant des groupes militaires pour faire chuter le régime syrien. Il vous répond, au Yémen, on est obligé de défendre la légitimité. Il y avait un président qui a été élu légalement et après il a été évincé par un mouvement politico-militaire, paramilitaire, Ansarullah. Donc, on est pour la démocratie au Yémen et on doit faire revenir ce président à sa place. Et en Syrie, ils vous disent, Bachar al-Assad est un dictateur, il ne mérite pas d'être là, et il faut le remplacer par un régime démocratique. Voilà. C'est la thèse officielle de la guerre menée par les Saoudiens au Yémen et en Syrie. La question qui se pose, pourquoi un régime monarchique absolu défend la démocratie dans les deux pays? Ça ne colle pas vraiment. Donc, il doit y avoir des enjeux autres que cette thèse officielle. À mon avis, il y a des enjeux énormes. D'abord, c'est une question de leadership dans le monde arabe. Pour pouvoir développer ce thème-là, il faut revenir un peu en arrière. Dans les années 60 et 70, 50, 70, jusqu'à 70, Jamal Abdel Nasser était le leader du monde arabe. On n'a pas besoin d'apporter des preuves. Après lui, l'Égypte a décidé de sortir de conflit israélo-arabe, a signé les accords de Camp David et sa position stratégique dans le monde arabe est diminuée parce que le leadership du monde arabe est lié toujours à la cause palestinienne. Vous ne pouvez pas dire je vais prétendre être le leader du monde arabe et la question palestinienne ne me concerne pas. Je suis un ami avec Israël. Ça ne marche pas. Donc, l'Égypte est marginalisée. En plus de ça, les phénomènes démographiques galopants et hyper importants dans ces pays a absorbé tous les moyens de ces pays. Les aides américaines ont aidé l'armée égyptienne à se tenir bien. Donc, il a perdu les moyens de prétention d'être le leadership du monde arabe. Après cette période, Saddam Hussein a essayé d'être le leadership du monde arabe. Il a réussi à isoler l'Égypte et il a réussi à mettre le monde arabe en conflit avec l'Iran. En reprenant des thèses de l'islam, en disant les Perses sont les ennemis des Arabes depuis longtemps, et en négligeant qu'ils sont devenus musulmans, et cette page-là a été fermée depuis des siècles. Bon. Ça a marché jusqu'à l'envahissement du Koweït. Après, le monde arabe a vécu une sorte de vide de leadership.
dans le début des années 2000, il y a eu une sorte de cohabitation dans le leadership du monde arabe, formée par l'Arabie saoudite, la Syrie et l'Égypte. C'est-à-dire, on était d'accord pour diriger le monde arabe en acceptant qu'un pays comme l'Égypte soit l'ami d'Israël et un pays comme la Syrie mène une guerre, enfin, par procuration, contre Israël. Ça a marché jusqu'à récemment, jusqu'à la période de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et pendant cette période, il y a eu des développements très importants. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de faire un déplacement stratégique. Pour eux, le Moyen-Orient n'est plus une zone de première importance, ce qui a provoqué une course vers cette région, des forces régionales, l'Iran et l'Arabie saoudite et les autres. Donc, voilà. Un pays comme le Qatar, par exemple, a pensé pendant quelques années d'être le leader du monde arabe. C'était comme si, par exemple, Luxembourg prétend être le leader de l'Union européenne. Ça montre à quel point le vide dans ces domaines était vraiment profond. L'occasion s'est présentée à l'Arabie saoudite de faire, si vous voulez, un changement politique majeur et procéder par la guerre pour atteindre des objectifs stratégiques. La dernière guerre que l'Arabie saoudite a menée, ça revient à presque un siècle. En 1934, l'armée saoudienne a envahi une partie du Yémen et depuis lors, il n'y a pas eu de guerre saoudienne. Les Saoudiens faisaient leur politique par des moyens financiers ou bien par le pétrole. Donc, pour les Saoudiens, les conditions actuelles dans le monde arabe et sur le plan international permettent de prétendre au leadership du monde arabe. Mais pour pouvoir arriver à atteindre ces buts-là, il fallait se débarrasser de deux régimes. D'abord, ils ont profité de ce qu'on appelle le printemps arabe. Les régimes dans le monde arabe ont été hérités de la période coloniale. Les Français ont construit dans le monde arabe des régimes républicains et les Anglais ont construit des régimes monarchiques. Tous les changements dans le monde arabe ont été effectués dans les régimes républicains, pas dans les régimes monarchiques. Les monarchies ont été protégées tout le temps par l'Occident. Malheureusement, pour nos amis les Américains et pour nos amis les Français qui viennent de décorer un M. Ben Naïf ici en France. Donc voilà. Le printemps arabe a été cerné dans les régimes républicains
Et l'Arabie saoudite a protégé même des monarchies qui ne se trouvent pas dans le Golfe, c'est-à-dire le Maroc et la Jordanie. Il faut dire que le printemps arabe a affaibli énormément la Syrie. Et affaibli aussi le Yémen. Et les Saoudiens ont profité de cet affaiblissement pour attaquer la Syrie et pour attaquer le Yémen. Pour la Syrie, peut-être la Syrie, c'est le plus important. S'ils arrivent à se débarrasser du régime syrien, ils ont quoi à la place? Ils auront quoi à la place? Un régime inféodé aux Turcs et à la monarchie saoudienne. Donc c'est un régime qui va travailler avec eux, de près. Et comme ça, par le biais de ce régime, ils peuvent étouffer le Liban et la résistance libanaise, donc se débarrasser si vous voulez, de la cause palestinienne. Parce que ce qui reste de cette cause palestinienne, c'est la résistance. Si on arrive à se débarrasser des gens qui déclarent être pour la résistance, pour la Palestine, on aura à la place une paix conditionnée par Israël et par les amis des Saoudiens. Et qui est le plus, si vous voulez, le plus prêt, le plus capable de faire le leadership après, c'est lui qui a pu se débarrasser des régimes syriens et qui a pu faire terminer la cause palestinienne. Les Iraniens étaient très intelligents. Ils ont investi dans cette cause palestinienne-là et ils ont pu construire des points de force dans le monde arabe, ce qui a gêné les Saoudiens. Donc, les Saoudiens, s'ils arrivent à se débarrasser du régime syrien, ils atteignent deux buts. La cause palestinienne s'est terminée et la présence iranienne, les points de force iraniens vont disparaître. Voilà. Du côté du Yémen, là, il y a des enjeux locaux liés aux deux pays, l'Arabie saoudite et le Yémen, et il y a des enjeux régionaux aussi. Il y a un adage très bien répandu en Arabie saoudite qui dit, en arabe, et je vais traduire, le roi Abdelaziz disait à ses fils, خيركم يأتي من اليمن وشركم يأتي من اليمن. C'était le testament d'Abdelaziz à ses fils. C'est-à-dire, votre bien vient du Yémen et votre mal vient du Yémen. Donc, il faut que le Yémen soit sous vos ordres. Et c'était le cas. Moi, je connais bien ce pays, j'ai écrit un livre sur ce pays. Et un jour, le ministre des Affaires étrangères m'a dit que les Américains ne voulaient pas traiter directement avec les Yéménites parce que les Saoudiens mettaient toujours des veto. Donc, il a fallu que les Yéménites
faire la réunification de leur pays sud et nord pour pouvoir avoir une position de force pour imposer aux Américains des liaisons directes, pas par le passage saoudien. Et ça a marché. Et ça a fait du mal aux Saoudiens. Pourquoi? Parce que une fois réunifié, l'ancien président Ali Abdallah Saleh a essayé de construire des liaisons régionales avec le régime éthiopien, avec le régime soudanais. Et avant, il a essayé de faire une sorte d'union arabe avec l'Égypte, la Jordanie et enfin le Yémen, l'Égypte et la Jordanie et la Syrie peut-être. Voilà. Donc, le régime yéménite faisait ce qu'il ne fallait pas faire pour les Saoudiens. Il fallait qu'ils soient punis. Et la récente guerre menée contre le Yémen a un côté punitif. Parce que, je vais conclure, parce que cette guerre-là vise des hôpitaux, vise l'infrastructure. On commet des crimes de guerre. Et tout ça est protégé par les instances internationales et par nos amis les Américains et les Français aussi. Il faut dire ça clairement. Donc, il y a un côté punitif. Ces côtés punitifs-là font mal aux Yéménites. Les Yéménites c'est un peuple pauvre, un peuple qui a bataillé pour construire des routes, pour construire des hôpitaux. La première université construite au Yémen, c'est en 1972. Donc vous imaginez quel retard a ce pays par rapport aux autres pays. Donc, arriver aujourd'hui à détruire les infrastructures yéménites, ça a un sens punitif. Il ne faut pas qu'un Yéménite pouvoir relever la tête face aux Saoudiens. Puisque le mal vient du Yémen et le bien vient du Yémen. Pour conclure, je dis que c'est vrai que les Saoudiens ont mené deux guerres graves et qui vont laisser des traces dans l'avenir. Mais je pense que ces deux guerres vont être gagnées par les Syriens et par les Saoudiens, par les Yéménites. Et dernièrement, on a commencé, il y a 2 jours, les Saoudiens ont accepté ce qu'ils refusaient tout le temps. C'est-à-dire discuter, dialoguer avec Ansarullah al-Hussein. Et ils l'ont fait. Et ils ont constaté que leur guerre au Yémen va être perdue. Et si leur guerre yéménite va être perdue, ils vont avoir des problèmes au sein de la famille royale, parce que cette famille royale a été divisée en 2 parties. Une partie qui voulait punir les Yéménites et une autre partie qui voulait faire autre chose. Je vous remercie.